Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 19 mars. À la une de cette édition, le directeur de la sécurité publique dans le viseur du syndicat UNSA Police. Philippe Josse vient d'être muté aux Antilles. À la veille de son départ, l'UNSA a décidé de faire le bilan de son passage à Mayotte à travers une série de questions. Dans un tract, le syndicat annonce qu'il va saisir la direction centrale de la sécurité publique. Il lui est notamment reproché son manque de dialogue social, son manque de considération pour les effectifs mahorais ou encore l'état dans lequel se trouve actuellement le parc véhicule. Malgré des avancées notoires, le syndicat règle ses comptes et met ainsi la pression sur son successeur. Au montage, Leslie Vumenet. Philippe Josse a officiellement pris ses fonctions de directeur de la sécurité publique à Mayotte le 1er septembre 2016, près de 2 ans et demi qui coïncident avec de nombreuses évolutions pour le commissariat de Mamoudzou. Création d'un nouveau stand de tir, agrandissement du commissariat, création de la CDI, création de la brigade canine, augmentation des effectifs, baisse de la délinquance. À première vue, le bilan du directeur du commissariat est flatteur. Pour le syndicat UNSA Police, ces avancées ne sont cependant pas à mettre au crédit de Philippe Josse. On peut lui féliciter parce que, je parle de l'administration, parce qu'il y a eu une baisse de la délinquance. Oui. Mais d'où vient cette baisse de la délinquance? On sait tous. Les gilets jaunes? Les gilets jaunes. Oui. Maintenant, c'est les maillots jaunes. Oui. Enfin, ça a été mis avec l'accord de Josse. Ça n'a pas été mis tout seul. Les gilets jaunes, ça a été fait avec lui. C'est bien quelque chose qu'il faut mettre à son crédit, me semble-t-il. Ah non. Non? Ah non. Je vous rappelle que le premier groupe de gilets jaunes créé à Mayotte, c'était à Doujani. Oui. Avant que ça passe à Kawini. Oui. Donc, c'est la volonté des citoyens, ainsi qu'un officier, je ne vais pas citer, mais et qui a été pris le relais par le bureau de partenariat, le BPP. Ouais. On ne veut pas le citer, c'était Chamassi, je crois. Oui. C'était Chamassi, et c'est repris par Thierry Lizola du BPP. Voilà. Pour être très clair. Mais à l'initiative, c'était pas au commissariat. Pour l'UNSA Police, le commissaire n'a pas été à l'écoute de ces hommes. 2 ans et demi après sa prise de fonction, certaines revendications restent toujours d'actualité. Il manque de formation. Je prends l'exemple de la CDI. Oui. D'accord. La moitié ont eu une formation au mois de novembre ou septembre. Au mois de novembre. L'autre moitié n'a pas eu de formation. On fait des formations entre 2 missions, des formations de 2 heures insuffisantes, en sachant que l'autre moitié n'a jamais été formée. Donc on attend toujours. On nous avait dit que ça sera au mois de février 2019. Là, on est en mars. On n'a toujours pas de nouvelles. On n'a pas reçu le moindre véhicule. Il y a eu la création de la CDI sans les moyens. On espère que le prochain budget, ils vont en tenir compte. Ce tract intervient à la veille du départ de Philippe Josse, muté aux Antilles. Un timing qui n'est pas du goût de tous. Ce n'est pas parce que bientôt il va partir qu'aujourd'hui on se met à tracter. On a rédigé pas mal de tracts. Depuis son arrivée, même avant. Donc on a toujours rédigé des tracts pour relater les faits qui se passent, même si la plupart n'étaient pas médiatisés, contrairement à celui-là, en sachant que celui-là, c'est pas nous qui l'avons rédigé, mais c'est le Bureau national qui l'a rédigé, qui nous l'a envoyé. Donc certains syndicats, certains collègues même, nous parlent de, comment dirais-je, que c'est trop tard. Moi je leur réponds, mieux vaut tard que jamais, parce que d'autres ne l'ont pas fait. Nous, au moins, on a osé le faire. Donc, quand on prend des fonctionnaires qualifiés qui sont sur un service, on les enlève, on les isole. Certains même, on leur demande de partir à la retraite d'office, d'autres reconvertir en administratif. Ça, c'est inadmissible. Dans le prolongement de ce tract, l'UNSA Police a décidé de saisir la direction centrale de la sécurité publique. Autant dire que le successeur de Philippe Josse risque de prendre ses fonctions en terrain hostile. Colère toujours, mais du côté du groupe Vinci cette fois. La grève des salariés de la SMAE et de la SOGEA continue. Ce matin, les grévistes sont à nouveau descendus dans la rue pour faire entendre leurs revendications. Après plus d'1 semaine de mouvement, la situation n'évolue pas. La CFDT, à l'origine de la grève, dénonce des discriminations et des salaires en décalage avec les profits réalisés à Mayotte. Paul-Arthur Avit est parti à leur rencontre. Reportage au cœur d'un sentiment de mépris qui ne date pas d'hier. C'est une grève qui dure depuis le 11 mars. Leur direction n'ayant pas pris contact avec les délégués syndicaux, les employés de la SMAE et de la SOGEA sont retournés dans la rue pour faire savoir leur mécontentement. Cette fois, la marche a pris la direction du rond-point de la Barge.
le courrier de préavis lui a été directement adressé et depuis le 11 jusqu'à maintenant, notre direction régionale n'a même pas pris la peine de prendre contact avec les représentants syndicaux des deux sociétés. Donc au jour d'aujourd'hui, on a dit qu'on continue et on continuera jusqu'à la direction entende nos revendications et nous donne ce qui est juste. Et nous, on a le sentiment que nos revendications sont tout à fait légitimes. Pour rappel, ces revendications sont une augmentation des salaires et un arrêt des discriminations contre les employés locaux, une grève qui dure depuis une semaine et une direction qui reste encore silencieuse. Comment se fait-il que la direction ne vient pas vers nous, ne demande pas, ne s'inquiète pas de nos revendications? Nous, on demande juste pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi certaines personnes ont droit à tout et nous, on a droit à rien? Parce que comparé, honnêtement, on est à peut-être 20% de ce que les autres gagnent. Ces inégalités entre les employés venus de l'extérieur et les employés mahorais fait monter la colère parmi les manifestants. Cette grève ne prendra fin que lorsque la direction prendra la peine d'écouter et de répondre aux revendications de ses employés. Un mot de religion dans votre 19h. Fondée en 1889 en Inde, la communauté islamique Ahmadiyya a construit plus de 8000 mosquées dans le monde. Cette association est installée sur le territoire depuis plus de 20 ans et compte aujourd'hui 230 fidèles à Mayotte. Un chiffre qui reste faible en raison d'une interprétation du Coran en décalage avec la pratique locale de l'islam. Si le slogan de Ahmadiyya prône l'amour pour tous et la haine pour personne, l'association peine à convaincre. L'un de ses représentants était sur notre plateau ce matin afin notamment d'évoquer les difficultés rencontrées pour un projet de construction d'une mosquée à Koungou. Écoutons l'imam Oussama Joya lors de la matinale de Kwezi. La première mosquée en Angleterre, lieu de culte islamique en 1924, c'est construit par la communauté islamique Ahmadiyya. Première mosquée en Espagne, après 500 ans, après le départ de musulmans là-bas, première mosquée Bacharat, c'est la communauté islamique Ahmadiyya. Première grande mosquée aux États-Unis, c'est la communauté islamique Ahmadiyya. Ici, on a demandé la même chose. On a dit que laissez-nous travailler, laissez-nous construire une belle mosquée pour les Mahorais, pour les membres de l'association. C'est pas uniquement pour les membres de l'association, mais pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Les portes déjà à Machkavo, on a un petit centre, on a une bibliothèque. Et vous pouvez regarder, n'importe quelle heure, vous venez là-bas, les portes sont ouvertes. Et il n'y a pas d'heure fixe. Déjà, on a dit le matin, après la prière de Fajr, après la prière de Subh, les gens peuvent venir voir la bibliothèque et lire. Alors c'est vrai qu'on a un projet à Koungou. Malheureusement, on n'a pas un bon message, on n'a pas une réponse positive par des Mahorais ou par les autorités. Ils nous laissent pas travailler. Le Grand Cadi. Oui, j'ai essayé de le rencontrer une fois, mais malheureusement, il a refusé. Les premières voitures électriques à Mayotte, la fièvre de la vallée du Rift qui se poursuit, ou encore le développement régional des secteurs des huiles essentielles et des produits cosmétiques naturels. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 19 mars. Vendredi dernier, une dizaine d'entreprises et d'institutions se sont réunies au siège social d'EDM afin d'échanger sur la thématique de la mobilité électrique à Mayotte. Le rendez-vous avait pour objectif d'impulser des actions visant à anticiper l'arrivée des moyens de mobilité électrique et de partager les avancées des acteurs du territoire. EDM est parti du constat que les ventes de véhicules électriques sont en plein essor dans les autres territoires français. Au vu des prévisions, EDM compte favoriser le recours à des bornes de recharge publiques ou dans les entreprises et institutions afin d'encourager la recharge en journée sur les heures de travail lorsque le soleil brille et que la production d'électricité des centrales photovoltaïques est à son paroxysme. En parallèle, il a également été question de l'adaptabilité de ces véhicules au territoire et à son climat, ainsi que de l'importance pour les décisionnaires d'orienter tous leurs efforts en faveur des transports en commun et des modes de transport doux. A noter que l'arrivée des premiers véhicules électriques à Mayotte est au programme de ces 3 prochains mois. Selon le dernier rapport de l'ARSOI du 15 mars dernier, 101 cas humains de fièvre de la vallée du Rift ont été recensés. Depuis la survenue des premiers cas fin novembre 2018, le nombre de personnes touchées par cette fièvre ne cesse d'augmenter. Le centre et le nord-ouest de l'île dénombrent le plus de cas, avec près de 60% à Chiconi et Tsingoni. La majeure partie ayant été en contact avec des animaux, 8 nouveaux foyers ont été identifiés cette semaine pour un total de 60 foyers d'animaux malades, dont 49 bovins.
Ces foyers sont là aussi principalement situés dans le centre et le nord-ouest de Mayotte. Pour rappel, la fièvre de la vallée du Rift est un virus transmis par les moustiques. Il infecte principalement des animaux comme les moutons, les bovins et les chèvres, ce qui peut donner un impact économique non négligeable en raison de la perte du bétail. Il est fortement recommandé de consulter un médecin dès la survenue des signes. Les filières locales et les professionnels des secteurs des huiles essentielles et des produits cosmétiques naturels au niveau régional ont décidé de se mettre en réseau pour construire une chaîne de valeur au niveau de la zone océan Indien. Selon l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, les territoires indiano-océaniques doivent désormais partager des forces plus actuelles pour recenser les compétences disponibles et créer une plateforme de communication et de valorisation de la recherche, du développement et de l'innovation. Des actions sont pilotées depuis Mayotte afin d'identifier les besoins en formation et dans le but d'éliminer l'usage du bois comme combustible de la distillation. Le nouveau cluster des Comores est à la manœuvre. Ce dernier s'est fixé pour objectif d'analyser les besoins globaux en matières premières et d'identifier les terres disponibles. En aval, ce sont les marchés qu'il convient d'analyser et de séduire. Reste également à convaincre les pouvoirs publics des pays de l'océan Indien de la nécessité de lever les barrières qui bloquent les échanges régionaux et la circulation des matières premières. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ingrid Crécy, facilitatrice d'apprentissage à l'école démocratique Horizon. À ses côtés, Marie Reynaud, la fondatrice de l'école, et Yann, un élève. Jeune homme, mesdames, bonsoir. 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 Je me tourne vers vous, Marie Reynaud. C'est vous qui avez fondé cette école. Comment vous est venue l'idée d'une école démocratique à Mayotte? On viendra après, qu'est-ce qu'une école démocratique? Mais déjà, l'idée, comment elle vous est venue? L'idée, elle m'est venue déjà il y a quelques années, où en fait je travaille en tant qu'animatrice, donc sur l'éducation informelle, où j'ai pu mettre en place des méthodes actives. Et ensuite, quand je suis devenue maman, je me suis vraiment questionnée sur ma volonté de parent d'impliquer mon enfant dans sa vie de futur citoyen. Et j'ai commencé aussi à m'interroger sur les méthodes éducatives, donc l'école, entre autres, et savoir si ça pouvait nous correspondre, aussi bien mon enfant que moi-même, dans cette évolution. Vous êtes inspiré de ce qui se fait dans les pays nordiques? C'est vrai qu'en la matière, on a des exemples. La Finlande, la Suède, ce sont des pays qui ont beaucoup développé ce genre d'école. Ça vous a inspiré? Ça a fait partie de mes recherches. Ce qui a vraiment fait tilt en fait dans ce que je voulais vraiment transmettre à mon enfant, entre autres, c'était la découverte de l'école Sudbury aux États-Unis, où là j'ai compris en fait que c'était possible de vivre librement en étant responsable en fait de ses choix propres. Justement, c'est quoi cette école démocratique? C'est vrai qu'il y a la notion de liberté qui revient pour les élèves, mais aussi dans l'enseignement. Qu'est-ce que c'est exactement les fondements de l'école démocratique? Alors, on a des piliers sur lesquels on s'appuie, des valeurs que nous voulons défendre, qui sont la confiance, la solidarité, le respect. J'en oublie après, voilà. La liberté, voilà, tout ça. Ce sont les piliers sur lesquels on s'appuie pour justement aider les élèves dans leur recherche et dans leur épanouissement personnel. Justement, je vais me tourner vers vous, Ingrid Crécy. Vous êtes facilitatrice d'apprentissage. Qu'est-ce qu'une facilitatrice d'apprentissage? Alors, j'ai différentes redevabilité, mission, c'est d'une part de veiller à la sécurité, bien sûr, physique et psychique de tous les membres, mais aussi de veiller au respect des principes démocratiques et aux valeurs de l'école. Et par ailleurs, d'être vraiment, de me positionner comme étant à l'écoute, dans une écoute active vis-à-vis aussi des membres pour connaître leurs passions, connaître leurs envies d'apprentissage, connaître leurs besoins d'accompagnement, en fait, que ce soit sur la mise en place d'un projet ou des apprentissages. Et voilà. Comment on fait, parce que l'école démocratique Horizon, ça va de 6 à 18 ans, comment on fait justement pour être à l'écoute? Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes lorsqu'on a 6 ans ou lorsqu'on a 18 ans. Comment on fait pour réussir justement à aller vers les uns et les autres? C'est vraiment un travail individuel. Vous allez vers les individus en tant que tels et ils ne se fondent pas dans une masse. C'est aussi ça l'état d'esprit? Effectivement, oui, c'est chacun a son individualité, apprend à se connaître et du coup apprend aussi à se présenter aux autres et notamment à moi-même pour m'exprimer ses besoins
Et il est possible, donc, par exemple dans les temps d'études, parce qu'il y en a qui préparent le brevet, comme Yann ici présent. Donc là, il y a des moments où on est en études, et donc ceux qui souhaitent se joignent à nous. Et effectivement, j'accompagne ceux qui sont en train de travailler, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'autonomie de leur part. En fait, dans ces écoles-là, ils développent beaucoup d'autonomie. Donc, moi, je suis là pour répondre à leurs questions, mais comme ça vient d'eux-mêmes, la motivation, elle est là, et ils développent leur confiance en eux, et ils développent leur méthode de travail. Donc, Quelles sont les différences, justement, avec un enseignant qu'on va dire plus traditionnel, qui va être devant une salle de classe, qui va être dans une matière précise? Quelles sont les différences, selon vous, dans votre travail au quotidien avec un enseignant dans le public, en collège, en lycée, même dans l'élémentaire? Il y en a beaucoup, parce qu'effectivement j'ai été professeur des écoles, donc j'ai enseigné déjà toutes les matières du coup en tant que professeur des écoles. Là c'est aussi le cas. Après le positionnement est différent dans le sens où ça vient de l'enfant, la demande d'apprentissage. Moi je suis plus là en appui, en soutien, pour lui faire découvrir les outils éventuellement à sa disposition, répondre à ses questions. Lire les consignes pour ceux qui sont encore dans l'apprentissage de la lecture, donner un étayage supplémentaire par rapport à ce qu'ils lisent et s'ils n'ont pas compris quelque chose. Mais du coup, la différence, c'est que on est dans la concertation tout le temps. Et la proximité aussi? La proximité, oui, et la concertation tout le temps, dans le sens où ça vient d'eux, c'est eux qui demandent. Moi, je leur demande comment tu veux procéder, comment tu as envie de faire, comment tu veux t'organiser, est-ce qu'on fait un planning, pour ceux qui veulent, par exemple, préparer le brevet ou autre chose. Donc voilà, c'est vraiment dans la concertation, être à l'écoute et le dialogue. Je me tourne vers Yann maintenant. Quel âge tu as? J'ai 11 ans. Alors comment ça se passe, cette école démocratique? Comment tu la vis, toi, tous les jours, cette école? Tu étais dans l'école traditionnelle avant, dans le public? Ouais, j'étais dans une école classique avant. J'ai toujours été dans des écoles classiques. Et maintenant, je fais partie des membres de l'école Horizon démocratique. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est ça, c'est l'autonomie? Ouais. Tu fais ce que tu veux? C'est pas vraiment tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu as un peu d'autonomie, mais il y a aussi le travail et je crois qu'il y a plus de respect que parfois dans les écoles classiques. Et les membres, tout membre doit se respecter, c'est-à-dire Ingrid ou Marie ou Caroline, les facilitatrices d'apprentissage, elles nous respectent aussi. Et parfois dans des écoles classiques, il y a moins de respect entre les élèves et avec les professeurs. On n'a pas vraiment le mot à dire, c'est soit le maître qui parle et l'élève est obligé d'obéir. Comment elle s'organise une journée? Comment tu organises ta journée? Tu vas plutôt demander aux facilitatrices ou c'est toi qui décides? Comment ça se passe? Parfois je décide seul. Comme j'ai décidé de passer le brevet, je fais un emploi du temps avec Ingrid qui est un peu proche, ma facilitatrice aussi, qui m'apprend et tout. Donc du coup on a un emploi du temps et on travaille tous les jours. Travaille beaucoup? Ouais. Beaucoup. Et il n'y a pas que des matières traditionnelles. Vous faites aussi d'autres choses dans la journée, comme faire à manger, toutes ces choses-là? Ouais, on apprend à cuisiner et tout. Et on fait le service aussi, on débarrasse les tables et tout. On fait les choses qu'on ne faisait pas dans des écoles classiques. C'est un peu cool, quoi. C'est enrichissant? Ouais. Marie, il y a combien d'élèves aujourd'hui qui font partie de cette école? Alors aujourd'hui, il y a une douzaine d'élèves présents. Nous sommes montés jusqu'à 15 élèves et certains ont fait le choix de nous quitter pour diverses raisons. Voilà, donc actuellement, il y a 12 élèves et 3 accompagnateurs au quotidien. Comment sont les parents aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'ils ont peur? Parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour expliquer un peu cette démarche que vous avez. Quelle est la réaction des parents quand ils voient un peu les programmes, quand ils voient leurs enfants évoluer? C'est plutôt positif ou ils émettent des craintes, ils sont assez dubitatifs? Effectivement, il y a toujours des moments de doute, de crainte. C'est pas évident en tant que parent de pouvoir aussi faire tomber certaines barrières qu'on a l'habitude d'avoir. Ça nous rassure aussi, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Là, en tant que parent, il faut vraiment garder à l'esprit que son enfant est là pour s'épanouir encore plus et donc l'accompagner et faire tomber
tout ça là, tout ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc oui, il y a des craintes comme ça sur mais il va apprendre quoi, mais comment, ils ont besoin de concret et c'est normal, mais sauf que le concret... C'est casser le formatage, c'est ça aussi? C'est pas une question de formatage, mais c'est plutôt voilà, une question de réfléchir autrement, au-delà de ce qu'on a pu connaître, justement. Ça passe par les parents aussi, du coup. Exactement. Effectivement, si l'enfant a envie de s'inscrire dans cette démarche d'apprentissage, les parents aussi, ça doit venir aussi un réel accompagnement aussi des parents, qui soient attentifs aux besoins de leur enfant pour pouvoir mieux y répondre, quoi. Alors, pour répondre aussi aux questions, vous organisez des samedis d'information. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ça consiste, ces journées d'information? Ces journées-là sont là pour aussi aller à la rencontre des parents, voire des futurs membres, enfants. Les enfants sont les bienvenus aussi, pour qu'on puisse discuter de ce qu'est l'école démocratique, pourquoi elle existe à Mayotte, pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui, et donc du coup pouvoir échanger aussi, répondre à ces questions de parents, voire même de futurs membres. Vous avez déjà des demandes? On a déjà quelques petites demandes, oui. Voilà. Ingrid, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que quelque part, ces enfants, vous ne les accompagnez pas à être plus rapidement des adultes par cette justement recherche d'autonomie? Est-ce qu'ils ne grandissent pas un peu plus vite que les autres? Vous avez cette impression-là ou pas forcément? Parce qu'on voit que Yann, il est jeune, mais déjà, il parle très très bien et on sent vraiment qu'il est très à l'aise et on sent de la maturité. Est-ce que c'est ça aussi? Vous les amenez à plus de maturité? J'ai l'impression que le fonctionnement de l'école nous permet déjà, nous, d'avoir une posture vis-à-vis d'eux qui est beaucoup plus dans la confiance, dans le sens où ils ont un droit de vote, tous. Ils prennent les décisions tous ensemble, ils débattent. Donc c'est sûr que là, en plus, ils acquièrent des compétences en plus. Donc non seulement on les considère comme des êtres à part entière, capables de prendre des décisions, mais en plus, oui, c'est vrai que par ces processus démocratiques, ils développent aussi des compétences sociales, prise de parole en public, la capacité à argumenter, à être en empathie aussi avec les autres pour se dire ah oui, il n'y a pas que mon point de vue qui compte, il y a aussi lui, il n'a pas la même vision des choses et c'est intéressant aussi. Et donc oui, sur certaines compétences, sûrement que oui, ça leur offre la possibilité de s'affirmer peut-être plus tôt. Oui, peut-être, j'espère. Je termine avec Yann. Tu aurais envie aujourd'hui de retourner dans une école plus classique? Oui, je veux bien. Tu veux retourner dans quelque chose de plus classique ou tu as envie de continuer dans cette école-là? En fait, si je pouvais continuer dans des écoles démocratiques, j'allais le faire. Un peu comme je voudrais jouer au football, du coup, j'ai pas trop le choix. Donc, du coup, après le brevet, normalement, je compte aller au lycée. Sinon, j'aimerais bien continuer dans des écoles démocratiques. Jusqu'à la fin du brevet? Oui. 11 ans, c'est jeune pour passer le brevet? Oui. Tu es très en avance? Oui. C'est à l'école démocratique, justement, que oui. tu as pris cette avance? Ça t'a permis d'aller plus vite? Non, c'est ma première année. C'est ma première année dans l'école démocratique, en fait. Donc, j'avais déjà pris peut-être de l'avance. Et aussi, dans des écoles classiques, c'était pas possible de passer le brevet à 11 ans. Du coup, l'école démocratique aussi est plus simple et voilà. Ça va être plus simple. Oui. Merci beaucoup, Marie, Yann, Ingrid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et puis, on essaiera de bientôt vous rendre visite avec nos caméras pour justement voir comment se traduit cette école démocratique dans les faits, dans votre quotidien, comment ça se passe dans cette école. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt puisque je crois que d'ici avril, normalement, Léo, qui était juste avant, devrait vous faire une petite visite à l'école démocratique. Merci beaucoup. On enchaîne et on termine cette édition avec le séminaire interinstitutionnel sur le développement du médico-social à Mayotte. Cette deuxième journée a été rythmée par des ateliers de réflexion, des tables rondes et des échanges avec l'auditoire au cœur des débats, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors comment les décideurs du secteur envisagent-ils de répondre au manque de personnel qualifié et de moyens matériels à Mayotte? Quelles actions ont-ils mises en œuvre pour définir ces besoins? Un reportage de Marion Tellier.
94 médecins pour 100 000 personnes, ce sont les chiffres de la densité médicale à Mayotte. C'est 4 fois moins que la moyenne nationale. Un constat alarmant qui en dit long sur le contexte de désert médical du 101e département. Cependant, les médecins ne sont pas les seuls professionnels de la santé à pâtir du manque de moyens humains et matériels. Le secteur médico-social s'avère en effet lui aussi largement impacté, notamment par l'absence de personnel qualifié et un important phénomène de turnover. Pour les décideurs de l'action sociale et médico-sociale du territoire, l'heure est à la création de postes tout en favorisant la formation de personnel local. On peut estimer à 200, 220 le nombre de professionnels actuels pour à peu près 500 places. Donc si on en crée, comme on est en train de le faire, près de 250 places, il va falloir encore de nouveaux professionnels et le délai de formation d'un professionnel dans le secteur médico-social est de l'ordre de 3 ans. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas en formation actuellement ne seront pas disponibles avant 3 ans. Et là, les classes vont être créées certainement dans le courant de cette année, par exemple. Donc, on aura besoin de professionnels dans le secteur médico-social. Il va falloir les former. Bon, pour gérer ces établissements, il va falloir avoir des administrateurs. Et là aussi, ce sont des professionnels qui ne sont pas sur place. Et si on ne les forme pas, on ne les aura pas, il faudra en faire venir d'autres et bon, bien évidemment les coûts et les prestations qu'ils vont développer ne seront pas au même niveau. Donc on a intérêt à faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes localement formées qui puissent prendre en charge ces problématiques. Pour définir ses besoins et en l'absence d'un schéma régional en faveur des personnes en situation de handicap, le Conseil départemental et la CSSM ont conjointement lancé une étude sociale sur l'ensemble du territoire. Cependant, certains membres de l'audience, à l'instar d'Issa Abdoulifataou, membre de l'association Mlési Maoré au pôle handicap, déplorent un manque d'échange entre les différents acteurs du médico-social. On prend des données statistiques avec la sécurité sociale et autres. Or, les structures qui sont là, des associations qui sont là, à la MDPH qui sont là, et ils ont les bonnes statistiques sur les personnes en situation de handicap. D'où je lui posais la question, est-ce qu'ils ont convié sur ce comité-là les associations, qu'ils nous nomment les associations qu'ils ont invitées dans ces enquêtes sociales, qui participent avec eux dans ces enquêtes sociales. D'autant plus que cette enquête sociale ne va que sur l'accès aux droits. On n'est pas là pour parler de l'accès aux droits, on est là pour parler de la situation des personnes en situation de handicap sur lesquelles est-ce qu'on a déjà un constat. Déjà, faisons le constat de savoir on en a combien. Ça, c'est possible de le faire. Et après, on parle de l'accès aux droits. Autre point abordé ce matin, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, notamment par le biais d'outils tels que le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés ou encore l'incitation au respect des quotas d'emploi dédiés aux personnes en situation de handicap. Les tables rondes ont ensuite laissé place à des ateliers, puis des échanges avec l'auditoire avant un discours de clôture du directeur de la délégation Île-de-Mayotte de l'ARS, M. Salim Mouhoutar. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h en direct sur KTV pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.